Ces discours envoûtent l'Italie. Il y avait quelque chose de magique en lui. Les gens adhéraient à sa pensée. Il les hypnotisait en quelque sorte. Mais derrière la voix puissante et les poses de Mussolini se cache un cœur sombre, empli de violence et de brutalité. Adolf Hitler considère Mussolini comme un exemple à suivre pour détruire l'ordre établi. Nous allons vous raconter l'histoire du Duce, du chef, et comment son amour pour l'Italie l'a mené au pouvoir. Mais son obsession pour la terreur a fini par mettre son pays à genoux. Fin avril 1945, la libération de l'occupation nazie par les forces alliées touche presque à sa fin. Une occupation dont aucun Italien n'a jamais voulu. Près du lac de Côme, au niveau de la frontière suisse, un long convoi SS allemand se dirige vers le nord. Mais une petite patrouille de partisans italiens l'arrête à un barrage routier de fortune. Les nazis à bord de la Jeep en tête du convoi ordonnent qu'on les laisse passer. Au moment où les Allemands sont sur le point de passer, l'un des Italiens remarque une chose étrange. À l'arrière du véhicule, un homme vêtu d'un uniforme nazi essaie de ne pas attirer l'attention. En regardant de plus près, les Italiens le reconnaissent. Il est arrêté à un barrage routier. Il a fait de son mieux pour se déguiser, mais bien évidemment, on le reconnaît, lui et sa maîtresse de l'époque, Claretta Petacci. Benito Mussolini, le Duce, le dictateur fasciste italien, est arrêté sur le champ. C'est la fin, la disgrâce pour l'homme qui a ensorcelé tout un pays pendant plus de 20 ans. Mussolini naît en 1883 dans le village de Predappio, en Romagne, une région au nord-est de l'Italie. À cette époque, sa famille traverse une période difficile. Son grand-père avait dû vendre les terres de la famille. Et je crois que d'une certaine façon, Mussolini voulait redorer le blason familial. Comme beaucoup d'habitants de Romagne, il grandit dans une famille de socialistes radicaux, régulièrement emprisonnés à cause de leurs convictions politiques. Le père de Mussolini est forgeron, mais c'est surtout un coureur de jupons et un alcoolique notoire. Sa famille peine à s'en sortir. Mussolini a grandi en éprouvant beaucoup de rancœur à l'égard des personnes qui possédaient plus que lui. Il savait qu'il était bien plus intelligent que tous les gens qu'il rencontrait et pourtant, il ne bénéficiait d'aucun privilège. Animé par le sentiment d'injustice qui règne dans sa famille, le jeune Benito est arrogant, lunatique et tyrannique. Enfant, Mussolini était turbulent, indiscipliné et incontrôlable. Quand il était petit, Mussolini était rebelle. Il était intolérant et querelleur.
Il se bagarrait souvent avec les garçons de son âge. Quand il joue avec ses amis, il déteste perdre. Et tous les coups sont permis pour résoudre les disputes. Un jour, pendant une bagarre, il s'est servi d'un couteau et a gravement blessé le garçon contre qui il se battait. Non sono ammessi atti di violenza in questa scuola. Aveva barato. Mussolini est convoqué par les prêtres de son école catholique qu'il déteste. Il le renvoie et explique à ses parents qu'il est trop turbulent pour eux. Mais le jeune Benito peut aussi se montrer sympathique et loyal. Ce seront des traits de caractère déterminants pour son accession au pouvoir. Son frère et sa sœur l'adorent. C'est un rêveur qui récite de la poésie et de la littérature. Mussolini était le grand metteur en scène de sa propre vie. Il dégageait énormément de charisme. Popolo d'Italia, risvegliatevi. Très jeune, il s'exerce à prononcer des discours. Sono Benito Mussolini, seguitemi. Assez tôt, il s'entraîne à poser, en quelque sorte. Et il finit par croire à son image théâtrale. À l'âge de 18 ans, le futur dictateur de l'Italie est un jeune homme extravagant et séduisant. Et comme son père, un fervent socialiste. Il attire les femmes comme un aimant. Mais il ne parvient pas à cacher son côté violent. Il aimait les femmes. Il avait une addiction au sexe. À ses yeux, toutes les femmes, jeunes ou âgées, étaient des proies. Au cours de sa vie, Mussolini couche avec des centaines de femmes. Ses relations sont souvent violentes. Mussolini avait tendance à avoir des relations sexuelles plutôt déviantes, bestiales et courtes. Plutôt que d'avoir honte de battre et de violer des femmes, il s'en vante plus tard dans ses écrits. Mussolini était égocentrique, ce qui l'amène parfois à avoir des comportements étranges. Ça lui a valu les surnoms de fou de Predapio et de fou de Romagne. En 1903, il échappe au service militaire en fuyant en Suisse. Mais il est arrêté pour avoir prôné une révolution violente. Sa mère décède peu de temps après et il commence à perdre pied. Le plus grand amour de sa vie était sa mère, comme tout bon Italien. Elle est morte alors qu'il n'avait que 22 ans. Pour lui, ça a été un jour très sombre. Il ne s'en est jamais remis. Quand son père se remarie, Mussolini développe une obsession malsaine pour sa nouvelle demi-sœur de 16 ans, Rachele. Le père de Mussolini craint qu'il fasse honte à sa famille en entamant une relation que certains pourraient qualifier d'incestueuse. Mais il est prêt à tout pour avoir cette fille. Mussolini a assuré que s'il ne pouvait pas être avec elle, il se tirerait une balle dans la tête. Et il a mimé le geste en disant cela. Mais c'était du cinéma. À ce moment-là, il n'avait aucunement l'intention de mettre fin à ses jours. En 1910, Benito et Rachele emménagent ensemble. Mais Mussolini est obsédé par le sexe et abandonne rapidement sa demi-sœur pour épouser une autre femme, Ida Dalser. Ensemble, ils ont un fils, Benitino, le petit Benito. Il se désintéresse rapidement de sa nouvelle famille et la quitte également. À ce stade, rien n'indique que Mussolini, le violent socialiste coureur de jupons, pourrait devenir l'un des dictateurs les plus diaboliques de l'histoire.
Mais des événements mondiaux catastrophiques vont tout changer. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Au début, l'Italie reste neutre. Mais beaucoup pensent que le pays devrait se battre pour obtenir une part du butin. En tant que socialiste actif, Benito Mussolini soutient la neutralité initiale de son pays. Il habite désormais à Milan et s'est découvert un talent pour le journalisme qui provient sûrement de son amour pour la littérature. Alors qu'il n'a encore qu'une vingtaine d'années, il devient le rédacteur en chef de l'un des journaux socialistes les plus vendus du pays, Avanti. Avanti lui a offert une tribune qui lui permettait d'influencer la direction politique du parti. C'était un fervent supporter de la révolution en Italie. Il commence à penser que la guerre pourrait être l'élément déclencheur qui transformera le pays, voire provoquera une révolution. Dans ce cas, l'Italie doit y prendre part. En avril 1915, il est arrêté pour avoir organisé des manifestations en faveur de la guerre. Les socialistes et Avanti ne partagent pas son point de vue. Il est renvoyé du parti et démissionne du journal. Pour se venger, il commence sa propre publication. Il veut une tribune pour ses idées. Donc il collecte de l'argent auprès de plusieurs personnes et il fonde un journal qui s'intitule Il Popolo Italia, le peuple d'Italie. Le 24 mai 1915, le souhait de Mussolini devient réalité. L'Italie entre dans le conflit. Après avoir plaidé sans relâche en faveur de la guerre, il peut enfin y participer. Quand l'Italie se déclare en guerre au printemps 1915, il se porte volontaire. Il est blessé dans un accident de mortier. Il existe des photos de lui avec des béquilles. Après cela, il retourne à son poste de rédacteur en chef. Pendant sa convalescence, il écrit des éditoriaux dans son lit et une idée lui vient. Il commence à penser que la solution pour avoir une révolution en Italie est peut-être de mobiliser les vétérans à leur retour. Mussolini parlait d'eux comme de l'aristocratie des tranchées. Sans surprise, à la fin de la guerre, en 1918, l'Italie, dans un état misérable, est prête à changer. Bien qu'il fasse partie des gagnants, le pays n'obtient quasiment rien dans l'accord de paix. Les communistes et les socialistes font du grabuge dans les rues italiennes. Ils appellent à la révolution comme en Russie. Mussolini a désormais complètement tourné le dos à la gauche. Il veut tracer son propre chemin en s'appuyant sur la gloire de l'Italie et son passé romain. Mussolini était de plus en plus dévoué à son pays. Il rêvait de le diriger. Il se demandait comment en faire une grande puissance. Il décide de passer à l'action. Il appelle à la création d'un nouveau mouvement radical qu'il dirige grâce à sa force de caractère. Il avait l'air sympathique et certains trouvaient même qu'il faisait preuve de compassion. Mais ce n'était qu'un leurre, une façade. Il avait conscience que son charisme lui permettait d'arriver à ses fins. Mussolini lance un appel aux vétérans désabusés qui partagent sa colère envers le vieux système parlementaire libéral et qui craignent de voir les communistes arriver au pouvoir. Il croit qu'un nationalisme extrême et qu'un parti unique permettront à l'Italie de retrouver sa grandeur d'antan. Ils adoptent un ancien symbole romain, le faisceau. Ils se baptisent les fascistes. Bon nombre d'entre eux portent les chemises noires de l'Arditi,
un corps de l'armée italienne particulièrement redoutable. Les chemises noires fascistes, qui faisaient régner la terreur dans les rues, croyaient que les débats politiques, le vote et tous les autres attributs de la démocratie étaient ridicules, inefficaces ou frauduleux. Si vous vouliez quelque chose, il fallait le prendre. Et les hommes de Mussolini sont armés jusqu'aux dents. Les fascistes étaient souvent dirigés par des officiers subalternes démobilisés, qui avaient des ressources matérielles. Ils avaient souvent gardé des armes de guerre, comme des revolvers, mais ils se servaient aussi d'armes moins conventionnelles. Le manganello, la matraque, est leur choix de prédilection. Mais ils avaient aussi des coups de poing américains et d'autres instruments bizarres. Par exemple, un groupe fasciste frappait ses ennemis avec de la morue séchée. Mussolini devient leur leader et il le surnomme le Duce, le chef. Il organise ses partisans en unités de combat et leur donne l'ordre de passer à tabac et d'humilier ses opposants. Les hommes de ces unités s'attaquaient aux leaders socialistes. Ils les enlevaient, les obligeaient à arborer des slogans fascistes pour les humilier. Ils les forçaient à boire de puissants laxatifs pour qu'ils se fassent dessus et que ça nuise à leur image publique. Les fascistes les tournaient en ridicule et prenaient des photos qui étaient ensuite publiées dans le journal. Le mouvement fasciste de Mussolini prend de l'ampleur. Il passe de 20 000 à près de 200 000 membres en seulement quelques mois. Tandis que ses hommes de main s'en prennent aux communistes dans les rues, Mussolini cherche à accroître son pouvoir. Le mouvement fasciste devient un parti politique et en 1921, il est élu au Parlement. La campagne révèle son talent d'orateur. Pendant toute sa carrière, grâce à ses discours magistraux, des foules de fanatiques se pressent pour l'écouter. Il avait la capacité de toucher les gens, de contrôler leurs émotions et de se faire écouter parce qu'il était éloquent et persuasif. Il y avait quelque chose de magique. Les gens adhéraient à sa pensée. Des foules entières scandaient son nom. Duce, Duce, Duce. Parce qu'en quelque sorte, il les hypnotisait. En 1922, l'Italie continue de plonger dans le chaos. Et Mussolini saisit cette occasion. Grâce à ses talents d'orateur, il veut réunir assez de fascistes dans les rues pour forcer l'État à lui donner le pouvoir. Il incite ses partisans à marcher sur Rome. Mais il ne se joint pas à eux. En coulisses, le maître de la propagande est au travail, loin de Rome. Il voyait ça un peu comme une pièce de théâtre. Il mettait en scène ce qui ressemblait à une révolution, mais en même temps, en secret, il assurait aux dirigeants des armées et à la monarchie qu'il ne s'agissait que d'une comédie. Plus tard, Mussolini prétend que des centaines de milliers de personnes ont rejoint la marche. Mais en réalité, seuls 16 000 manifestants, sales, trempés et sans armes, ont fait le déplacement. La police et l'armée ferment les yeux. C'était un mois d'octobre anormalement pluvieux. Ils se sont retrouvés trempés en attendant dehors. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne recevaient aucun ordre. Mussolini était introuvable.
Il est en fait à Milan. Il attend près du téléphone que d'autres hommes politiques l'appellent et lui disent « Voulez-vous être ministre ou même Premier ministre ?» Terrifié par une éventuelle révolution, le roi Victor Emmanuel III, le chef d'État italien, fait appel à Mussolini pour diriger un nouveau gouvernement de coalition. Grâce à son don pour haranguer les foules, la stratégie du chef a payé. C'est le début de la descente aux enfers pour l'Italie. Tandis que Mussolini tente d'agir en chef d'État, ses chemises noires manifestent toujours dans les rues. La violence a toujours fait partie de sa vie. Et maintenant qu'il est au pouvoir, il a les moyens d'en user contre ceux qui se mettent en travers de son chemin. Giacomo Matteotti, un homme politique socialiste, menace de dénoncer les méthodes violentes des fascistes. Il faut donc le faire taire. Un groupe de chemises noires attaque Matteotti. Il succombe à une crise cardiaque et est enterré dans une tombe de fortune aux portes de Rome. Quand Mussolini apprend que ses propres gardes du corps ont assassiné un membre du Parti socialiste, il essaie d'étouffer l'affaire. Quand on retrouve le corps de Matteotti, Mussolini nie toute implication. Mais le meurtre a beaucoup d'impact. Ses opposants politiques sont terrorisés et gardent le silence. Alors que l'Italie est intimidée et soumise, Mussolini peut réaliser son rêve, celui de construire un second empire romain qui s'étendra dans le monde entier et dont il sera le nouvel empereur, tout comme un autre individu à quelques centaines de kilomètres. Par courrier, un admirateur d'Allemagne lui demande une photo dédicacée. Mussolini refuse. Il ne considère pas l'auteur de cette lettre comme quelqu'un d'important. Mais cela changera bientôt. Car cette lettre vient de l'homme qui détruira sa vie et son pays, Adolf Hitler. En 1925, le Duce impose sa dictature en Italie. Tous les partis politiques doivent disparaître, à l'exception des fascistes. Mussolini était totalement contre la démocratie. Dans son régime politique, il ne tolérait aucune opposition. Une fois l'Italie complètement sous ses ordres, Mussolini peut s'adonner à sa plus grande passion. L'art de la mise en scène. L'une des caractéristiques du fascisme est le culte de la personnalité. Et Mussolini employait les grands moyens pour se mettre en avant. Il posait sans cesse devant l'objectif. Il avait un regard perçant. Il faisait tout pour ressembler au surhomme de Nietzsche. Un homme viril, athlétique, un grand sportif avec un beau torse, qui ne craint pas de retirer sa chemise et de montrer ce qu'il considère comme un torse viril. Il est impossible d'imaginer Adolf Hitler retirer sa chemise et s'exhiber. Mais Mussolini se fait photographier dans les champs. Il envoie un certain message. Mussolini devient un exemple pour tous les aspirants dictateurs du XXe siècle et ceux qui viendront ensuite. Au début, l'Italie prospère sous le fascisme. Un plan de travaux publics colossal réduit considérablement le chômage. Mussolini atteint presque un statut divin en Italie et à l'étranger. Churchill le qualifie de génie. Roosevelt se dit profondément impressionné. En dehors de l'Italie, Mussolini renvoie une image positive. Parce que vu de l'extérieur, il s'agissait d'un pays de rebelles. Et Mussolini l'avait unifié. Il avait vaincu la menace bolchevique.
il avait fait circuler les trains à l'heure et il avait unifié une Italie auparavant divisée. Mais contrôler son propre pays n'est pas suffisant pour le Duce. Selon moi, l'expression qui décrit le mieux l'Italie, c'est la plus petite des grandes puissances. Au football, elle aurait été en bas de la première division. Mussolini se servait lui-même de cette métaphore. Il est particulièrement jaloux des grands empires coloniaux que sont la Grande-Bretagne et la France. Mussolini avait pour ambition de restaurer l'Empire romain. Il voulait envoyer ses légions fascistes, là où les légions romaines s'étaient rendues, y compris en Libye et en Afrique du Nord. L'Italie contrôle la Libye depuis 1911. Mais après la Première Guerre mondiale, des tribus libyennes se soulèvent contre l'empire colonial. Mussolini mène une politique brutale de pacification. Il commande à ses généraux d'exterminer tous les opposants et de les enfermer dans des camps de concentration. La politique italienne en Libye est une politique de violence absolue. Ce pays a connu le pire du colonialisme européen. « 100 000 personnes issues de tribus libyennes sont rassemblées et contraintes à marcher dans le désert. La plupart meurent pendant le périple. Il s'agit en majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et un châtiment bien pire est réservé aux leaders politiques. Les Arabes libyens disaient « ils sont partis à Rome ». Mais c'était un mensonge. Ils étaient jetés d'un avion à quelques kilomètres du village. Ils ont éradiqué ces gens et ils ont enlevé leur leader, Omar al-Mokhtar, puis ils l'ont pendu devant 20 000 Libyens. Près de la moitié de la population libyenne est éradiquée, parce que Mussolini a le rêve délirant de fonder un nouvel empire romain. Mais le reste du monde prête peu attention à ce qui se passe en Afrique du Nord. À l'exception du nouveau chancelier allemand. En 1934, Adolf Hitler rencontre enfin l'homme à qui il a écrit 8 ans plus tôt. Mussolini n'est pas impressionné et le décrit comme un petit clown ridicule. Adolf Hitler considère Mussolini comme un exemple à suivre pour détruire l'ordre établi. Hitler apprend de Mussolini et il éprouve beaucoup d'affection pour lui. C'est au-delà de l'admiration. Il idolâtre Mussolini. Au début, c'est Hitler qui imite son héros. Il copie le salut fasciste et de nombreuses idées du Duce. Mussolini savoure sa supériorité au début de leur relation. Il pense également qu'il peut intimider Hitler. Il dépense des milliards pour développer son armée, ce qui va inspirer les nazis. Il a pour but d'étendre son empire. Il envoie donc ses troupes dans un pays qui a humilié l'Italie lors d'une bataille coloniale 40 années plus tôt. À l'automne 1935, plus d'1 demi-million de soldats italiens envahissent l'Éthiopie par pure vengeance. Mussolini se tourne vers l'Éthiopie parce que ce pays fait partie depuis longtemps des ambitions impériales de l'Italie. Il s'agit de la plus grande armée coloniale jamais déployée. Et cette guerre devient l'un des conflits les plus inégaux du XXe siècle.
Mussolini voulait créer une sorte de copie de l'Afrique du Sud en Éthiopie. En d'autres termes, il souhaitait faire des Éthiopiens des esclaves, des serfs, et créer une grande population d'immigrants italiens qui pratiqueraient une sorte d'apartheid. Mais ils ont agi avec tant de violence, avec tant de cruauté et aucune pitié, qu'une énorme révolte est née au centre du pays. C'était l'une des campagnes les plus violentes jamais menées par une puissance coloniale. L'Éthiopie n'avait quasiment pas d'armée de l'air. Les avions italiens pouvaient survoler les villages ou même l'armée éthiopienne et faire ce qui leur chantait. Le Duce n'impose aucune limite à ses bombardiers. Il voulait que cette campagne s'achève avant la fin de l'année. Il a décidé d'utiliser du gaz toxique à grande échelle pour que la guerre se termine vite. Mussolini ne tient pas compte de la Société des Nations et largue du gaz moutarde au-dessus de l'Éthiopie, une chose que même Hitler se refuse à faire. L'empereur Haïlé Sélassié implore désespérément la Société des Nations d'intervenir. Mais elle ferme les yeux. L'invasion de l'Éthiopie par Mussolini laisse la nation du Lion de Juda appauvrie et détruite. Les historiens éthiopiens estiment le nombre de morts à plus de 350 000 personnes. C'est un bilan très lourd. La guerre en Éthiopie a en réalité marqué le début de la Seconde Guerre mondiale. Mussolini savait parfaitement qu'en envahissant l'Éthiopie, il détruisait la Société des Nations. Ça a donné le feu vert à Hitler. Il a vu qu'on pouvait aller à l'encontre de la Société des Nations sans qu'il n'y ait de répercussions. Mussolini et Hitler sont plus proches que jamais. Comme les nazis, le Duce envoie des soldats pour aider les troupes fascistes de Franco pendant la guerre civile espagnole. Les deux pays participent à la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, mais l'issue est inégale pour les deux pays. L'Allemagne mène une campagne très réussie, alors que les Italiens sont battus à Guadalajara. C'est encore une fois un événement très traumatisant, et la comparaison entre les deux pays blesse Mussolini. La campagne espagnole est le premier signe que la machine de guerre nazie est mieux préparée au conflit que l'armée italienne. Mais le Duce ignore tous les conseils. Qui plus est, ses anciennes conquêtes reviennent le hanter. La première femme qu'il a abandonnée, Ida d'Alser, et leur fils, le petit Benito, lui cause des soucis. Après elle, Mussolini épouse Rachele, sa demi-sœur. Mais Ida refait surface et ternit son image. Elle ne le voulait rien que pour elle. Et elle a provoqué plusieurs scènes avec Rachele et Mussolini. Le Duce considérait que cette situation était intolérable, car elle risquait de donner une mauvaise image de lui. Mais le dictateur fasciste, toujours aussi cruel, déclare qu'Ida est folle et la fait interner. Il décide que cette femme doit disparaître de sa vie et il la fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. En 1937, Ida d'Alser est passée à tabac. Elle décède d'une hémorragie cérébrale à l'asile. Quelques années plus tard, il ordonne que son propre fils, Benettino, soit tué par injection létale. Il n'a que 26 ans. Le Duce pense que sa cruauté le rend intouchable. Le 27 septembre 1937,
Alors que ses problèmes personnels sont réglés, Mussolini est invité en Allemagne. Hitler sort le grand jeu pour impressionner son idole. Il est absolument stupéfait par les progrès que l'Allemagne a faits en quelques années. Il est ébahi par cette démonstration de puissance militaire et l'ordre qui règne. Il se rend compte qu'Hitler a désormais beaucoup plus de pouvoir que lui. Mussolini est obsédé par l'art de la mise en scène et la puissance militaire. Hitler touche un point sensible. Le Duce est fasciné. Le petit clown ridicule est maintenant le maître du jeu. Quand Mussolini rentre de voyage, il a le sentiment que l'avenir est entre les mains de l'Allemagne. Il est très impressionné par les nazis. Mussolini n'est pas seulement conquis par l'armée d'Hitler. Il est également captivé par ses idées. Il voit la persécution des Juifs en Allemagne comme un modèle pour l'introduction de ses propres lois antisémites. L'une des choses qui entache le plus la réputation de Mussolini, ce sont les décrets antisémites de novembre 1938. Jusqu'aux années 30, les Juifs et les catholiques cohabitent de manière relativement pacifique en Italie. Mais désormais, comme en Allemagne, on retire aux Juifs leur citoyenneté et on leur interdit d'occuper des postes de fonctionnaires. Le mariage entre Italiens et Juifs est déclaré illégal. Ce qui fait la particularité du racisme italien à partir de 1938, c'est que l'Italie se définit comme une communauté raciale d'un point de vue spirituel. Le catholicisme est à la base de l'identité spirituelle de l'Italie. De ce fait, les Juifs ne peuvent pas faire partie de la communauté spirituelle italienne. Mussolini joue un rôle important dans l'introduction de la législation antisémite et dans son expansion. Cet antisémitisme italien se traduit par de la discrimination, mais n'évoque jamais l'idée d'un génocide. Les Italiens n'imaginent pas jusque-là qu'ils vont tuer des Juifs. Ils imaginent simplement qu'ils vont les séparer du reste de la population. Les idéologies fascistes et nazies convergent. Le pacte d'acier, une alliance militaire, est signé entre l'Italie et l'Allemagne. Cette signature scelle le destin de Mussolini et de son peuple. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. A priori, Mussolini n'est pas sûr du tournant que va prendre la guerre et adopte une vision à long terme. Mais quand Hitler envahit la France, il est persuadé qu'il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Le 10 juin 1940, il s'allie corps et âme aux nazis. Il est convaincu que nul ne peut arrêter Hitler et qu'en le suivant, ses propres rêves d'empire deviendront réalité. Mais il se trompe lourdement. Il se laisse entraîner dans un conflit où l'Italie ne fait pas le poids. L'Italie n'est vraiment pas assez préparée pour une guerre mondiale moderne. Son économie est la plus faible des grandes puissances qui s'affrontent. Tous les conseils que Mussolini reçoit au printemps 1940 sont essentiellement « Soyez prudents, on ne fait pas le poids ». Alors qu'au nord de l'Europe, l'armée d'Hitler détruit tout sur son passage, Mussolini donne l'ordre à son armée de commencer ses propres invasions contre l'avis de tous ses généraux. Sans en parler à Hitler, il décide de déployer ses forces pour envahir les Balkans. Il met en place des stratégies pour envahir la Grèce et il pense que ce sera fini rapidement.
Malgré le succès de Mussolini en Éthiopie, l'invasion de la Grèce est un désastre. L'armée italienne est vaincue et se retire immédiatement. Les nazis se voient forcés de secourir leur plus faible allié et d'occuper la Grèce. Le 22 juin 1944, Hitler attaque seul l'Union soviétique. Mais Mussolini insiste pour que les troupes italiennes participent. Mussolini regardait Hitler à la fois avec admiration et avec haine. Avec haine parce qu'Hitler était devenu le maître et que Mussolini n'était qu'un allié secondaire qui plus est. Lors de la campagne de Russie, Mussolini a insisté pour envoyer des troupes italiennes contre l'avis d'Hitler. À cause des tentatives désespérées du Duce pour plaire à Hitler, environ 30 000 Italiens meurent sur le front de l'Est et 50 000 meurent en détention. En 1942, la nouvelle d'une défaite contre les Britanniques en Afrique du Nord se répand. La guerre tourne à l'humiliation pour l'Italie. La personnalité instable de Mussolini refait à nouveau surface, avec de violentes sautes d'humeur et un comportement imprévisible. Quand Mussolini s'est allié à Hitler, il a développé une sorte de comportement maniaco-dépressif. Il passait d'un extrême à l'autre. Il se réfugie dans son arrogance et son narcissisme. Il est convaincu qu'il ne peut pas se tromper. Il croit fermement en son intuition. À un moment, il dit à son gendre « Je suis l'animal le plus intelligent qui n'ait jamais existé ». Mais sa vantardise paraît ridicule, étant donné la tragédie dans laquelle il s'apprête à précipiter son peuple. En 1943, l'Italie est en train de perdre la guerre. Et Mussolini est de plus en plus malade. Il a développé un ulcère. Son emprise sur son pays s'amenuise et l'avenir de son régime est prévisible. Les Alliés bombardent toute la péninsule et envahissent la Sicile. Les raids aériens sur les villes italiennes ont un énorme impact sur les infrastructures, mais aussi sur le moral des Italiens. Les pénuries alimentaires augmentent, le rationnement se généralise et la population est de plus en plus désemparée. Malgré la souffrance de son peuple, le Duce est trop fier pour capituler. Son comportement commence à changer. Il est de plus en plus isolé. Il refuse d'écouter les conseils de qui que ce soit. Incapable d'assumer ses responsabilités, Mussolini cherche des boucs émissaires. Il a commencé à utiliser la propagande pour rejeter la faute sur les Juifs. Il a aussi commencé à accuser ses généraux. Et quand la catastrophe a réellement frappé, il a accusé les Italiens de ne pas avoir pris en main leurs propres rêves et leurs propres objectifs. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Les Italiens, autrefois effrayés et soumis, ainsi que les alliés politiques de Mussolini, se retournent contre leur chef. Le comte Ciano, le gendre de Mussolini, organise un vote au Grand Conseil pour lui retirer le pouvoir et mettre fin à la guerre. Le roi l'assigne à résidence. Il est enfermé et surveillé par des gardes armés. Mussolini pensait qu'il était fini. Il voulait se consacrer à sa famille. Il pense qu'il va pouvoir vivre une vie paisible. Mais Hitler a d'autres plans. Il met au point l'un des plus audacieux sauvetages de la guerre.
Il envoie des planeurs dans les montagnes, à l'endroit où Mussolini est retenu. Sans un seul tir, il est secouru et mis à la tête d'un gouvernement fantoche au nord de l'Italie. Il s'agit de la République de Salo, qui est sous le contrôle des nazis. Les rôles sont complètement inversés. Mussolini, l'ancien leader puissant, qui a écrit un livre expliquant comment gouverner grâce à l'intimidation, est désormais totalement soumis à Hitler. C'était devenu une simple marionnette. Il ne faisait que répéter ce qu'Hitler écrivait. Hitler met des conditions au retour de Mussolini. Il lui demande d'envoyer à Auschwitz les Juifs toujours présents sur le territoire italien. 6000 Juifs sont envoyés dans les chambres à gaz, ce qui rend son régime complice du pire crime de l'histoire. Hitler ordonne ensuite à Mussolini d'exécuter les membres du gouvernement qui ont conspiré pour l'écarter du pouvoir, y compris son gendre, le comte Ciano. Il est isolé et haï par son peuple, injurié par sa propre famille. Son amour pour les nazis et pour son nouvel empire romain précipite sa chute. Mussolini a confié qu'il était fini, qu'il était un cadavre ambulant. Le peuple italien maudissait la guerre et maudissait Mussolini. À cette période, c'était un homme brisé, responsable de la déroute italienne. Le pire, c'est que tout cela n'a servi à rien. Petit à petit, les nazis sont chassés d'Italie. Le Duce tente de s'échapper avec Claretta Petacci, l'une de ses nombreuses maîtresses. Mais la partie est finie. L'ordre est donné d'exécuter Mussolini avant que les Alliés ne lui mettent la main dessus, car c'est le peuple italien qui doit le juger. E adesso morirai per tutti i crimini che hai commesso in Italia, brutto bastardo. Muori, Mussolini. Les corps de Mussolini et Claretta Petacci sont amenés sur le Piazzale Loreto, à Milan. C'est là que les Italiens, épuisés par une guerre qu'ils n'ont pas voulu, déversent leur rancœur. Le corps de Mussolini est frappé. On lui crache dessus. On lui donne des coups de pied au visage. Les deux corps sont ensuite pendus par les chevilles. Aujourd'hui, une petite minorité d'Italiens admire encore Mussolini et rêve d'un autre régime fasciste où les trains sont à l'heure. Je pense que les Italiens n'ont toujours pas tourné la page de Mussolini. Il séduit toujours certains jeunes qui sont en quête de sens et qui le voient comme un modèle avec des idées claires. Il avait peut-être les idées claires, mais tout ce qu'elles ont apporté, c'est un massacre. Les fascistes oublient que Mussolini a mené son pays dans une guerre insensée, pour laquelle il n'était pas du tout préparé. Ils oublient qu'il est devenu la marionnette d'Hitler. Ils oublient qu'il est personnellement responsable de la mort d'environ 1 million de personnes en Italie, ainsi qu'en Afrique, et qu'il a participé à l'Holocauste. C'est cher payé pour voir des trains arriver à l'heure.